Bonjour, bienvenue à la 4e édition de la journée pour lutter contre l'infertilité. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, ainsi que Laetitia Poisson, présidente de l'association Maya, avec qui nous organisons cette journée depuis 4 ans maintenant. J'ai le plaisir aussi d'accueillir le docteur André Guérin, qui va présenter le début de cette journée avec moi, et une marraine très spéciale cette année, Ariane Brodier, qui est actrice, maman enceinte en ce moment, future maman, et qui a très gentiment répondu à notre appel pour faire connaître cette journée auprès du public, auprès de son public, car elle a eu elle aussi beaucoup de difficultés à devenir maman. Voilà, je lui demanderai de venir ouvrir la journée avec moi. Merci. Bonjour à tous. Je vous cache pas le plaisir que j'ai d'être ici, d'avoir été choisie et appelée par Magique Maman. J'ai répondu avec beaucoup de joie parce que je mesure la chance d'être en face de vous avec un bébé dans le ventre. Je suis heureuse, mais je suis surtout très chanceuse. Je sais que le parcours est difficile. Pour ma part, j'ai eu la chance de tomber enceinte naturellement. Je suis tombée enceinte beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Mais c'est la première fois que ça tient. Du coup, je suis spécialement heureuse et si avec ma petite notoriété, j'arrive à diffuser ce message qu'aujourd'hui, il y a quand même un couple sur 5 en Europe qui a du mal à avoir un enfant. Eh bien, ça serait mon plus grand combat parce que moi, depuis toujours, je rêve d'être maman. J'ai 38 ans, donc je fais partie de ces femmes qui ont eu une grossesse tardive. C'était pas un choix, j'étais pas carriériste, moi j'attendais juste le papa. Et voilà, donc si je peux aider en quoi que ce soit, en tout cas, je suis vraiment flattée d'être ici aujourd'hui. Merci Ariane. J'ajoute aussi que cette année, on a introduit une nouveauté. On est en Facebook Live sur 3 de nos conférences, donc celle-ci et la suivante, toutes les innovations dans la PMA. Donc on ouvre notre journée. André Guérin, directeur des cliniques Ivy, département francophone des cliniques Ivy en Espagne. Je vous en prie, on va ouvrir la journée. Et Laetitia Poisson qui doit nous rejoindre. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis ravie de voir autant de monde, surtout qu'on est, si je ne me trompe pas, 450 inscrits pour aujourd'hui. En sachant qu'à Lyon et de l'autre côté, Lyon et Marseille, on est entre 35 et 25 personnes de l'autre côté. Donc ça prouve que ça touche vraiment un couple sur 6 pour la France. On est sur la semaine de l'infertilité européenne, puisque Maya fait partie de Fertilité Europe parmi 25 autres associations francophones. Cette journée, on l'a choisie justement sur cette semaine, ce créneau de semaine internationale, parce que c'est important et qu'il faut absolument briser les tabous. Maya est une association qui existe depuis 2001, septembre 2001, et vous êtes, en tant qu'adhérent, 1500 adhérents quand même par an. Donc, ce qui prouve quand même que vous n'êtes pas seul. Et c'est le mot que chez nous, chez Maya, on donne, c'est que voilà, vous n'êtes pas seul, on est là, et on veut absolument briser le tabou et essayer qu'on avance. Et en plus, on est dans le mois du don d'ovocytes en France, puisqu'on fait si vous avez bien regardé Facebook, tous les jours, on relit des articles sur le don d'ovocytes, puisqu'en France, on est en pénurie, et qu'on essaye de débloquer, essayer d'accélérer le mouvement au niveau des donneurs et des donneuses. Essayer d'avoir plus de monde. Moi, j'ai la chance aussi d'être maman. J'ai été maman après 21 ans de PMA, et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Enola, qui est née par don d'ovocytes en France. Donc je ne peux que promouvoir le don d'ovocytes en France, puisque sans ça, moi, je ne serais pas maman. Je voudrais ajouter aussi on est en train d'ouvrir, ça ouvre aujourd'hui, un site qui va s'appeler Maya s'est inscrit avec Teva et puis le docteur Zitoun sur un programme de FIV, d'accompagnement FIV. Donc au niveau national, on a ouvert une antenne téléphonique et c'est gratuit pour tout couple qui commence une PMA. Au niveau des FIV, et on est là pour vous accompagner. Il y a un accompagnement téléphonique
avec beaucoup de moyens derrière. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, allez voir le site sur Maya, parce qu'on a dédié une page spécifique. Et les filles sont là aussi pour vous en parler. S'il y a besoin, on est sur le stand. Merci à tous et bonne journée. Alors, donc, comme je vous disais, nous sommes exceptionnellement en Facebook Live et nous avons 2 antennes délocalisées en France. Une à Marseille, à la faculté de médecine, et à la faculté de Lyon aussi, avec nos journalistes Julie Caron et Claire Schneider sur l'événement. Voilà, donc je laisse la parole à André qui va ouvrir la première conférence qui est sur les focus des grandes causes de l'infertilité, à savoir l'endométriose, les dommages du Distilbène, les perturbateurs endocriniens, et l'infertilité masculine. Donc bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Encore merci à Laetitia de Maya de m'avoir demandé d'être modérateur aujourd'hui de cette session passionnante qui chaque année vous motive beaucoup. Merci aussi à Magique Maman. On va donc démarrer sur les causes de l'infertilité. Pourquoi on comprend mieux aujourd'hui certains impacts de maladies sur la fertilité. Et on parlera d'endométriose avec 3 intervenants. Sylvia Alvarez nous parlera de l'endométriose, pourquoi sa relation avec l'infertilité. On aura Ludovic Friedrich qui va nous parler du rôle du chirurgien, très difficile. L'endométriose est une maladie qui fait souvent souffrir. Comment le chirurgien peut améliorer ses symptomatologies, traiter sans réduire la réserve ovarienne. C'est vraiment un rôle difficile. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. On aura aussi le docteur Shadi Yazbek, qui est très connu sur le plan de la recherche clinique, recherche fondamentale, qui lui nous parlera plus de qu'est-ce qu'apportent les traitements de la fertilité à la personne qui a de l'endométriose et qui a un problème de fertilité. Et puis Anne Vautier est venue renforcer notre équipe et va nous parler de ces perturbateurs endocriniens. Et surtout, elle va nous parler de qu'est-ce qu'on a compris de ce fameux Distilbène. Vous vous rappelez, cette molécule, dans les années 60-70, a été prescrite pour les mamans contre les fausses couches. Et on a découvert un peu tard que cette molécule, chez les bébés des mamans qui l'avaient pris, pouvait induire des modifications corporelles qui diminuaient la fertilité. Et Anne va nous décrypter un petit peu comment cette molécule a pu faire ça. Et puis on a la chance d'avoir Michel Tournière avec nous, le professeur Michel Tournière, et il va nous expliquer, nous montrer un petit peu au niveau de la 3e génération, c'est-à-dire les bébés de 3e génération après que les mamans aient pris ce Distilbène. Est-ce qu'il y a encore des impacts sur les jeunes filles de cette 3e génération? Est-ce que c'est plutôt optimiste? Est-ce qu'on va sortir de cette histoire de Distilbène avec la 3e et la 4e génération? Ensuite, on a la chance d'avoir Alexandra Izquierdo qui nous vient de Madrid et elle va nous parler d'un thème qui est très très en vue aujourd'hui qui s'appelle l'âge de l'ovaire, puisqu'on sait que la fertilité des humains s'effondre et diminue quand la femme approche la quarantaine. Pourquoi? L'accusé, c'est l'ovocyte, l'ovaire. Pourquoi cette cellule ne fonctionne plus bien? Eh bien, elle va nous parler de comment l'ovaire et l'ovocyte vieillissent. Pourquoi ça fonctionne pas? Et y a-t-il des solutions et des tentatives de rajeunissement ou d'amélioration de cet ovocyte de la quarantaine? Et enfin, Charlotte Mertos va nous dire que aussi le côté masculin dans la fertilité est capital. Et elle va se centrer sur le rôle du masculin et le rôle des facteurs d'environnement, et notamment la nutrition. Donc vous voyez que le programme est passionnant. C'est un défi de relever que chaque orateur va devoir parler 10 minutes. 10 minutes, c'est court, mais ça va nous passionner et nous lancer cette journée sur l'infertilité. Et on fera les questions à la fin. Donc on essaiera de faire participer Marseille, Lyon et vous sur quelques questions, si on a le temps, mais on n'aura pas le temps de beaucoup de questions. Et je vais laisser la parole au premier orateur. Donc Sylvia Alvarez, vous savez, ce matin, il y a des problèmes de trafic dans le métro. Et donc on va attaquer par Ludovic. On va demander à Ludovic de nous planter le décor du rôle du chirurgien dans l'endométriose. Merci beaucoup Ludovic. Alors merci à tous d'être venus et puis merci surtout à l'association Maya de m'avoir invité pour présenter ce topo. Donc comme on vous l'a dit, moi je suis chirurgien et je traite essentiellement des problématiques de l'endométriose, que les problématiques soient de l'ordre de la douleur ou de l'infertilité. Il y avait un petit schéma qui devait apparaître, mais c'est pas grave. C'était un petit schéma qui vous montrait l'intrication entre l'endométriose et l'infertilité. Ces deux entités qui sont effectivement
commune. Cependant, c'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on est infertile et inversement, c'est pas parce qu'on est infertile qu'on a une endométriose. Je vous ai mis quelques chiffres, c'est vraiment des généralités, mais on considère en gros que 20 à 50% des patientes qui consultent pour une infertilité sont porteuses d'une endométriose, plus ou moins sévère bien évidemment, et que 30 à 40% des patientes qui ont une endométriose auront une infertilité. Voilà. Les mécanismes qui sont responsables de cette infertilité sont essentiellement des troubles de l'ovulation et des mécanismes inflammatoires. Alors ces mécanismes inflammatoires, on les retrouvera pour expliquer aussi les douleurs. C'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Les enjeux de la chirurgie, ça va être d'apporter des bénéfices, lesquels, c'est évidemment une amélioration des symptômes, et dans ces symptômes, on va mettre la douleur, les douleurs lors des rapports, les douleurs lors des règles, des choses que vous connaissez lorsqu'on est porteuse d'endométriose, et l'obtention d'une grossesse, c'est-à-dire traiter les symptômes, traiter l'infertilité, qui est l'un des symptômes. Mais cette chirurgie, bien sûr, comporte des risques, comme toute chirurgie, mais qui est d'autant plus importante chez ces femmes qui sont en général pas malades. C'est une maladie qui est fonctionnelle, enfin je dis pas malade, c'est pas un cancer, et il ne faut pas que la chirurgie soit plus délétère que les bénéfices qu'on en attend. Et c'est toute la problématique. Les complications de cette chirurgie, globalement, vous allez les retrouver et sont loin d'être mineures. C'est les complications digestives, les troubles fonctionnels anorectos chez les patientes qui ont des atteintes digestives et les troubles fonctionnels urinaires. Et vous voyez, les chiffres sont finalement assez importants. Entre 1 et 14%, c'est variable en fonction des études, c'est variable en fonction des équipes. Mais quand on a 14% de troubles digestifs post-opératoires ou 15% de troubles urinaires de patientes qui ne peuvent plus uriner seules, il faut quand même se poser la question de ce qu'on fait avant d'opérer une patiente. Les bénéfices, évidemment, notamment sur la douleur, c'est d'espérer une diminution, voire une disparition de la douleur. Et les chiffres là sont plutôt encourageants. De même sur la fertilité, et c'est ce que je vais vous montrer puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on améliore clairement la fertilité par la chirurgie. Encore faut-il que les indications soient bien posées. Ici, une première étude qui touche qui est faite sur 825 patientes infertiles. Qui sont regroupés en quatre groupes. Les patientes qui n'ont donc le groupe le plus à droite sur la diapo, les patientes qui n'ont aucun traitement. Le groupe le plus à gauche, les patientes qui ont uniquement de la chirurgie. Le deuxième groupe, la deuxième colonne, celles qui ont chirurgie plus fécondation in vitro. Et le troisième groupe, patientes qui vont avoir uniquement de la fécondation in vitro. L'idée était de comparer, donc chez ces patientes atteintes d'endométriose, est-ce que la chirurgie apporte plus de bénéfices que la fécondation in vitro? Est-ce que la fécondation in vitro apporte plus de bénéfices que la chirurgie? Alors là, vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse parce que les chiffres sont éloquents. Si on fait de la chirurgie seule, 54% de grossesse. Si on fait de la fécondation in vitro seule, 32% de grossesse. Il faut modérer les propos, puisque évidemment, les indications, on prend un groupe de 825 patientes et on n'a pas répertorié par indication. Il est clair que les patientes qui ont des petites endométrioses vont plutôt aller dans le groupe chirurgie. Les patientes qui ont des endométrioses plus sévères vont plutôt aller dans le groupe fécondation in vitro. Et les patientes qui sont en échec de FIV vont avoir de la FIV puis de la chirurgie. Donc on va améliorer évidemment les résultats. Mais tout ça pour vous dire que la chirurgie améliore les résultats en termes de grossesse, que ce soit spontané ou que ce soit après FIV. C'est-à-dire qu'en pratique, si on a une indication de FIV première, le fait d'associer une chirurgie peut améliorer les résultats de la FIV. C'est comme ça qu'il faut l'entendre et pas l'entendre comme chirurgie étant meilleure que la FIV, bien évidemment. Pour ce qui est des endométrioses modérées, les stades 1 et les stades 2, ce qui correspond aux endométrioses superficielles, ou en tout cas aux endométrioses dont les lésions sont peu extensives et peu intenses. Il y a des recommandations aujourd'hui qui disent que clairement il faut traiter ces patientes atteintes d'endométriose et qui sont infertiles. Et on a des résultats nets en termes d'obtention de grossesse. Donc ici, une étude avec les grossesses obtenues. Vous voyez 37% de grossesse par rapport aux patientes qui n'ont pas été opérées, 22%, et les grossesses menées à terme, 31% de grossesse. Donc un bénéfice net de la chirurgie. Pour ce qui est des grossesses obtenues après chirurgie d'endométriose sévère, c'est-à-dire pour les stades 3 et les stades 4, là aussi on retrouve pas mal d'études qui vont vous donner des taux de grossesse assez importants après chirurgie, qui sont variables. Alors c'est toujours pareil, ça dépend des études, ça dépend des équipes, mais on a des chiffres qui vont varier entre 20 et 50% de taux de grossesse, d'amélioration du taux de grossesse post-chirurgie.
Lorsqu'on associe la chirurgie et l'AMP, c'est là que ça devient intéressant, parce que clairement, les patientes qui ont des endométrioses sévères, je vous montrerai les diapos d'après et je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas forcément les opérer d'emblée. Mais en revanche, lorsqu'on est en échec d'AMP, il peut être intéressant d'y associer de la chirurgie. La colonne de gauche, vous voyez les patientes, 105 patientes qui ont uniquement de la FIV, taux de grossesse après FIV, 24%. Les patientes qui vont bénéficier d'une FIV plus d'une chirurgie complémentaire, taux de grossesse 41%. Donc l'idée est de dire que chez ces patientes qui n'auront pas, soit qui auront une chirurgie d'emblée, soit qui auront de la FIV d'emblée, mais qui auront une chirurgie secondaire parce qu'en échec de FIV, la chirurgie va améliorer, la chirurgie d'exérèse des lésions d'endométriose va améliorer clairement les résultats de la FIV. Donc on est complémentaire des FIVistes et de la prise en charge en AMP. Ici, j'ai voulu vous montrer une image d'une patiente opérée, alors je suis désolé si ça en choque certains, d'une patiente que j'ai opérée mardi, patiente qui a une endométriose sévère, stade 4, 4 FIV, jamais de chirurgie, 2 dons d'ovocytes, 6 échecs. Donc cette patiente, si on observe un peu son utérus, il est très rouge, très inflammatoire, l'intestin est complètement collé à la face postérieure de l'utérus, il y a une endométriose avec une atteinte digestive. Il y a une trompe droite qui paraît comme ça, peut-être fonctionnelle, mais en fait elle est complètement ratatinée sur elle-même. C'est une trompe qui ne doit pas forcément bien fonctionner. On a fait une chirurgie extensive. Je vous ai mis l'image qu'on a une fois qu'on a resséqué la lésion sur le côlon et qu'on a fait l'anastomose. On voit le bout du pavillon de la trompe à gauche sur l'image, complètement à gauche. Vous voyez le bout du pavillon de la trompe gauche. Il était totalement invisible à droite. Je ne vais pas prétendre qu'on a restauré une fertilité spontanée à cette patiente, mais je suis en mesure de dire que pour les 2 embryons congelés qui lui restent, elle a des chances de succès qui sont bien plus importantes que si on lui avait replacé au cours de la première image. La problématique de cette chirurgie, c'est les complications, bien évidemment. Et la question qui a été posée, alors ici je vous ai mis une étude qui montre en fait qu'il y a chez les patientes chez qui il y a eu des complications majeures de la chirurgie, le taux de grossesse à long terme finalement n'est pas forcément diminué par les complications. En revanche, lorsqu'on a des complications digestives, donc les patientes que j'ai, notamment la photo que je vous ai montrée juste avant, si cette patiente a une complication majeure avec un sepsis important, c'est-à-dire une péritonite, une infection de la cavité abdominale, là on peut penser qu'on n'aura pas amélioré sa situation. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question d'opérer ces patientes avant de les prendre en charge ou de les mettre en FIV plutôt préférentiellement en première intention et de les opérer uniquement en seconde intention. Les endométriomes, et on vous en a parlé juste avant, c'est une question qui est importante aussi puisque on peut prendre le parti d'opérer ces patientes parce qu'elles sont douloureuses, mais on a un risque qui est très important, c'est la diminution de la réserve ovarienne et c'est impérativement ce qu'il faut préserver chez ces patientes atteintes d'endométriome avant de les opérer. Il y a pas mal de problématiques lorsqu'on opère un ovaire, c'est soit de prendre le parti de ne pas abîmer l'ovaire, mais dans ce cas-là, on s'expose à un taux de récidive plus important, soit de prendre le parti de retirer l'ensemble du tissu malade, mais de s'exposer à abîmer le tissu ovarien sain et donc de s'exposer à une insuffisance ovarienne, c'est-à-dire une diminution du nombre de follicules. Et il va falloir faire un choix, et avec la patiente, en fonction des symptômes et des objectifs souhaités. Ici, une étude qui vous montre, donc colonne de gauche des patientes atteintes d'endométriose, chez qui on fait une résection du kyste endométriosique et on demande à l'anatomopathologiste d'étudier sur la pièce opératoire le tissu ovarien accolé à la paroi kystique. On voit quand on est face à un endométriome, 92% des patientes ont du tissu ovarien associé à l'endométriome. Lorsqu'on est colonne de droite dans des kystes non endométriosiques, le tissu ovarien est retrouvé dans 82% des cas, donc un petit peu moins. Je pense qu'il faut modérer ce propos en fonction des équipes, parce que clairement, ici on compare endométriome et kyste ovarien, c'est une chirurgie qui n'a rien à voir. Moi j'essaye dans tous les congrès auxquels je vais, où je parle d'endométriome, d'expliquer aux chirurgiens qu'on n'opère pas un endométriome comme on opère un kyste ovarien. C'est vraiment 2 entités totalement différentes, et du reste l'endométriome n'est pas un kyste, c'est une maladie qui est extra-ovarienne. Et je pense que c'est pour ça que ces chiffres sont si importants, c'est que malheureusement ces patients ne sont pas forcément opérés comme elles le devraient. Alors pour ça on a des alternatives, et il y en a 2 qui à mon sens sont très intéressantes.
La première, c'est le plasma. L'idée du plasma, c'est de vider le contenu du kyste et de détruire la paroi kystique sans aller en profondeur dans le tissu ovarien et sans abîmer le tissu ovarien. Et ici, je vous ai mis donc les études de vaporisation au plasma argon, et on s'aperçoit qu'on a une meilleure réserve ovarienne après l'utilisation du plasma argon. Je vais finir juste, j'ai 3 diapos et je finis. La sclérothérapie, et là je ne vais pas déflorer le sujet de mon ami Shadi Yazbek parce que c'est lui qui connaît bien, consiste de la même façon à ne pas retirer de tissu ovarien, mais à alcooliser l'intérieur du kyste. La seule problématique, vous voyez, c'est le taux de récidive, qui est un peu plus important, mais en revanche, le taux de grossesse clinique, il n'y a pas photo, 48% versus 18%, et c'est certainement lié à la diminution de l'ablation du tissu ovarien. Je vous passe les recommandations de l'Echereux et une étude qu'on a relue avec Shadi Yazbek cet été, qui est assez intéressante. On sort un peu de l'infertilité, mais l'endométriose est responsable de fausses couches spontanées. Ici, une méta-analyse faite par une équipe française qui retrouvait un taux de fausses couches beaucoup plus élevé chez les patientes atteintes d'endométriose par rapport aux patientes qui ne le sont pas. C'est probablement un argument aussi pour se dire que chez les patientes qui sont enceintes naturellement mais qui font des fausses couches, on a peut-être tout intérêt à retirer leur lésion d'endométriose avant de leur proposer d'être à nouveau enceintes. Donc en guise de conclusion, la chirurgie clairement améliore la fertilité des patientes. Elle améliore les résultats de la FIV lorsque l'infertilité est due à une endométriose. Il faut évidemment faire attention à ne pas être délétère et à créer plus de lésions qu'il n'y en avait initialement. Voilà, je vous remercie. Donc, en second orateur, on va avoir la chance d'écouter Shadi Yazbek. Merci beaucoup, Frédéric, de cette présentation très concise, qui nous a montré un petit peu la relation complexe entre la chirurgie, un intervenant qui veut soigner des douleurs, soigner une maladie, mais aussi un intervenant qui veut améliorer l'infertilité, quand l'endométriose peut donner l'infertilité. Et puis, le patient se retrouve donc dans ce parcours de traitement. Et c'est Shadi Yazbek qui va nous parler plutôt du parcours des traitements de procréation médicalement assistée. Et il va nous présenter ce travail sur quel est l'intérêt, quel type de traitement, pour quel type de résultat. Et toujours cette relation complexe, faut-il opérer d'abord? Faut-il d'abord faire une FIV? Et ce discours est difficile. Et donc des équipes multidisciplinaires avec des chirurgiens spécialisés de l'endométriose, mais dans le but de maintenir et de protéger la fertilité, de la favoriser, sont nés un peu partout en France et en Europe. Et on s'en félicite. Voilà, donc je parle la parole à Shadi. À droite, tu vas dans ce sens-là. À gauche, tu vas en arrière. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Bon, je remercie toute l'équipe et la présidente pour cette belle journée. Peut-être qu'il y aura quelques diaporamas quelques diapos qui passeraient pas, donc je suis désolé pour ça. Un ajustement de dernière minute. Donc, au risque d'être un peu contradictoire avec mon collègue et ami Ludovic Friedrich, je vais vous parler un peu de l'assistance médicale à la procréation et l'endométriose. Donc, vous allez voir qu'il y a des terrains où on est un peu en entente et d'autres où il peut y avoir un peu de différence dans les conceptions, mais finalement, globalement, on est d'accord. Alors, on va voir si ça passe. Oui, très bien. Donc, les différentes localisations et différentes problématiques de l'endométriose dépendent justement des points où il y a le problème endométriosique. Je ne sais pas si ça passe. Non, ça passe pas. Donc, en fonction de la lésion, si elle est dans l'utérus, on parle d'adénomyose plutôt. Et si elle est en dehors, donc on peut avoir des problématiques d'endométriose péritonéale, donc dans le pelvis, dans l'ovaire, les kystes, ou bien derrière l'utérus, dans les ligaments, c'est l'endométriose qui est plus profonde et plus sévère. Donc selon cette localisation, on aura une stadification d'endométriose, donc en 4 stades, sachant que le stade 4 est le stade le plus sévère. Moi, j'ai tendance à la répartir selon 3 formes. Les formes profondes sévères, les formes ovariennes, donc là où il y a les kystes ovariens, l'endométriose, et puis les formes superficielles pelviennes. Donc, si on va parler de ces 3 formes en cette partie-là, on voit bien que les résultats
dans les stades des formes superficielles sont plutôt bons dans la littérature, d'après plusieurs études. Par contre, au niveau des résultats du stade 3 et 4, donc les stades sévères, les résultats sont moins bons. On voit bien que sur des taux de grossesse dans un groupe contrôle en FIV sur une multitude d'études à 37%, et on perd 10% de taux de grossesse du moment où il y a une endométriose stade 3 ou 4 ou sévère, donc à partir du stade où il y a des kystes endométriosiques. Alors, l'endométriose superficielle, je ne vais pas rajouter à ce qui a été dit déjà par Ludovic, mais juste, il faut savoir qu'elle est souvent méconnue. Et justement, c'est là où l'intérêt d'un dépistage, interrogatoire, examen clinique est très important pour pouvoir dépister ce genre de problème. Et c'est pour ça que souvent l'endométriose est malheureusement diagnostiquée tardivement et à des stades plutôt plus sévères. La chirurgie va dépendre du contexte, bien sûr, ça a été déjà discuté. On doit donner une stadification et on précise un pronostic de fertilité à la patiente. Et de ce fait-là, on peut stimuler les ovaires avec une assistance médicale à la procréation qui va dépendre de la sévérité de la maladie. Donc on peut utiliser tout type de stimulation simple avec insémination ou bien des fécondations in vitro, mais comme j'ai dit, ça va dépendre un peu des lésions, de l'étendue des lésions et de la possibilité de traiter ou pas ces lésions. Dans l'endométriose ovarienne, donc les choix thérapeutiques, on en a 3, ou bien on s'abstient, donc on ne fait pas de traitement sur le kyste, ou bien on opère le kyste, ou bien on ponctionne et on fait plus ou moins une sclérothérapie. Je vais vous en parler. Donc, il faut faire attention dans tous les cas à la réserve ovarienne. Jusque-là, on pensait que c'est que la kystectomie, donc le fait de faire une chirurgie sur l'ovaire qui va détériorer sa réserve. Il y a des études récentes qui montrent que même le kyste, s'il est en place, il va jouer un rôle négatif, il va détériorer aussi la réserve. Après, la kystectomie va rajouter un élément négatif à cette détérioration. Donc on voit bien sur des méta-analyses que le taux d'hormones antimullériennes, qui est le marqueur principal de la réserve ovarienne, va chuter d'au moins 1,45 nanogrammes en moyenne du moment où on opère un endométrium. Il faut qu'on le sache, effectivement, il vaut mieux faire une analyse, un taux d'hormones antimullériennes avant d'opérer pour savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va partir. Donc, les kystectomies sans suture ni coagulation peuvent éliminer un peu ce risque-là. Je vais passer rapidement. Il y a des énergies plasma, donc Ludovic en a parlé aussi, donc on va aller vite. Et il y a la sclérothérapie, qui est une méthode qu'on a développée depuis plus de 10 ans, qui consiste effectivement à introduire une aiguille dans le kyste, à aspirer le kyste par voie endovaginale, et puis de mettre de l'alcool dans le kyste justement pour scléroser sa paroi. Et comme vous voyez les petits trous noirs qui sont, je ne sais pas si vous les voyez bien sur l'image, donc autour du kyste, ce sont les follicules justement qu'on doit préserver. D'où l'intérêt de vider le kyste par l'intérieur et de le traiter par l'intérieur pour ne pas toucher à ces follicules très précieux. Alors, les résultats à court et à moyen terme sur ce genre de technique sont très bons. Là, on a 2 séries, une sur 5 ans, une sur 10 ans, avec des taux de grossesse cumulés qui dépassent 60%, on est à 66%, ce qui est très honorable par rapport à des endométrioses qui sont au moins au stade 3, c'est-à-dire ce sont des endométrioses plutôt modérées à sévères. L'endométriose profonde, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Donc pour l'endométriose profonde, nous avons fait des études pour voir si la chirurgie ou l'assistance médicale à la procréation en première intention quelle est la stratégie qui est meilleure pour l'obtention de la grossesse. Et sur cette étude que j'ai réalisée à l'hôpital Bichat, à l'époque où j'étais encore à Bichat, donc on a trouvé qu'en stimulant les ovaires après une chirurgie extensive avec résection multiple suivie d'une assistance médicale à la procréation de type fécondation in vitro, ou bien
dans un autre groupe une fécondation in vitro directe sans opération, on trouve que les résultats sont relativement semblables et que l'intervention n'apporte pas un élément supplémentaire à la fécondation in vitro. Mais attention, en cas d'échec de fécondation in vitro, on peut avoir un intérêt de l'intervention, d'où la nécessité effectivement d'avoir une multitude d'avis sur le dossier, sur chaque dossier de ce genre, parce que justement il y a un moment donné où la chirurgie peut avoir son intérêt, notamment lorsqu'il y a des douleurs supplémentaires. Donc, endométriose superficielle et profonde, là aussi les décisions vont être prises en fonction des lésions, profondes ou pas profondes. Est-ce que le fait d'enlever les lésions superficielles et de garder les profondes est une bonne stratégie ou pas? En tout cas, ce n'est pas une bonne stratégie pour la douleur, c'est certain. Mais si la question principale est la fertilité, ça peut être une bonne stratégie pour la fertilité. Là aussi, une étude qui nous a montré qu'on obtient en fertilité spontanée un taux de grossesse cumulé à 20-22% au bout de 2 ans, que ce soit en opérant toute l'endométriose ou en opérant seulement la partie superficielle. Et si on va rajouter la fécondation in vitro, on arrivera à 40%, comme dans toutes les études de la littérature, mais avec des délais relativement plus ou moins importants. Et au bout de 2 ans aussi, on arrive à obtenir des grossesses semblables dans les 2 groupes. Donc, si pour finaliser, faut-il opérer ou faut-il faire une fécondation in vitro dans le cadre d'une endométriose? Si la stratégie peut être dans les 2 sens, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Et les facteurs le plus important, c'est l'âge de la patiente. Donc, si on a du temps, entre guillemets, on peut se permettre d'opérer, de faire une stadification de la maladie et de régler les problèmes directement. Si on n'a pas le temps, si la patiente est plus âgée et que la réserve ovarienne est basse, là, il faudra agir plus vite en fécondation in vitro. Bien sûr, s'il y a des douleurs associées, ceci va être en faveur d'une opération. S'il n'y a pas de douleurs associées, ceci n'est pas en faveur d'une intervention. Et bien sûr, s'il y a des adhérences ou pas, s'il y a des antécédents de chirurgie avant ou pas, et puis bien sûr s'il y a d'autres facteurs, notamment des facteurs d'altération du sperme du conjoint, qui peuvent aussi orienter directement vers une fécondation in vitro au lieu de perdre son temps sur une intervention. Donc bien sûr, il faut différents facteurs, différents éléments qu'il faut prendre en compte avant de décider, que ce soit d'une chirurgie ou d'une fécondation in vitro, mais tout geste, la fécondation in vitro donne ses effets et puis les résultats vont dépendre bien sûr du stade de la maladie et de l'évolution de la maladie. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Chadi, d'avoir présenté de façon très claire. Vous avez vu, c'est pas simple, cette fameuse endométriose, ces formes superficielles, des formes qui attaquent l'ovaire, des formes qui se jortent dans la partie postérieure et qui se logent vers le côlon. Et puis d'entendre aussi que quand elles se logent au niveau de l'utérus, on appelle adénomiose. Et vous avez vu que le dialogue chirurgien spécialiste de PMA est indispensable, cas par cas, pour qu'on fasse le meilleur au meilleur moment et en tenant compte de la réserve ovarienne de la patiente et de son âge. Donc Sylvia Alvarez va pu nous rejoindre et on est très heureux de l'avoir avec nous. Elle est très connue et très investie dans les facteurs d'environnement et la fertilité. Et aujourd'hui, elle va replanter le décor du dépistage de l'endométriose. Donc merci Sylvia. Et tu as 10 minutes aujourd'hui. On a un timing très, très serré. D'accord. Donc, bonjour et désolé pour le retard aujourd'hui, mais la circulation était difficile. Donc, je vais me presser un tout petit peu. Mon sujet était de parler concernant les diagnostics d'endométriose qui m'inquiètent et qui nous inquiètent à tous. Et donc, je vais travailler beaucoup sur ces points-là. Donc, nous pensons que l'endométriose en infertilité, c'est une maladie vraiment sous-estimée. Donc, elle se manifeste, je suis désolée pour les termes médicaux, par des douleurs des règles, des saignements la plupart du temps, parfois des troubles digestifs. Très souvent, les patientes manifestent, ils ne le disent pas parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a un lien dans la présence des diarrhées. Elles disent, je sais que je vais avoir mes règles car j'ai de la diarrhée ou des troubles digestifs. Parfois, ça se manifeste par des symptômes urinaires.
Et tous ces symptômes, en général, c'est des symptômes qui sont sous-estimés et on ne voit pas les liens qui peuvent exister entre l'infertilité et cette endométriose. Donc les signes cliniques les plus courants, c'est la douleur des règles. En général, c'est une douleur des règles dite dysménorrhée primaire, donc effectivement qui manifeste que l'endométriose est une maladie de très longue évolution. Il y a eu des études récemment qui montrent que chez le fœtus, déjà il peut avoir des lésions, des adénomioses ou d'endométriose. Donc des rapports qui sont difficiles, des troubles, comme je viens de vous dire, digestifs. Donc l'endométriose est une maladie difficile à vivre parce que socialement et culturellement, on ne pense pas que les règles normalement ne soient pas douloureuses. Il y a un consensus très large de dire qu'effectivement avoir des règles douloureuses c'est normal et qu'il faut pas manifester parce que sinon c'est quelque chose qui rentre dans un tout petit peu dans un mépris. Donc en général les femmes les sous-estiment et puis on s'habitue à la douleur. Beaucoup des femmes s'habituent à cette douleur sauf dans les formes très sévères. Donc c'est un symptôme culturellement caché, mal vécu. Maintenant on parle de plus en plus. Il y a une augmentation de l'incidence. C'est pour ça que je vais vous montrer un tout petit peu l'étude que nous avons fait. Donc cette incidence s'accentue dans la génération des années 75-80 et elle va continuer à s'accentuer parce qu'on pense, je crois qu'on va parler tout à l'heure, des problèmes qui sont liés à la pollution intra-utérine de la mère, qui peut avoir une action par des facteurs polluants sur le fœtus féminin. Et par ces biais-là, l'endométriose va commencer pendant la vie intra-utérine. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie certainement d'une très longue évolution. Nous avons aussi en France, comme dans beaucoup de pays, bien sûr aussi, des problèmes de retard du diagnostic. Il y a un problème sanitaire dans lequel je ne veux pas rentrer dans les détails. Bien sûr, c'est pas aujourd'hui le sujet. Mais actuellement, en France, vu les problèmes de santé et l'organisation de la santé, un tiers des femmes est suivi par des médecins traitants, un tiers par des gynécologues, vu les changements au niveau de la formation des gynécologues. Et ça, c'est une thèse qui a été faite par l'équipe des Rouen, par le docteur Kivel, qui a bien ciblé les problèmes. Elle a fait une enquête très importante à l'égard des médecins traitants pour savoir quels sont les symptômes que les médecins traitants considéraient pour considérer ainsi qu'il y avait un problème d'endométriose. En général, les médecins traitants, comme les gynécologues, quand les patients ont des règles douloureuses, donnent la pilule, puisque la pilule, dans la plupart du temps, à l'adolescence, est un peu plus calme les symptômes des règles douloureuses, mais une fois qu'on arrête la pilule n'est pas un traitement de l'endométriose. C'est pour calmer les symptômes. L'ampleur est importante, l'ampleur de cette endométriose, pour vous montrer un tout petit peu, les chiffres ne sont pas simples à trouver puisqu'il n'y a pas des études très poussées, mais c'est la 3e cause d'hospitalisation pour motif gynécologique aux États-Unis. Le coût est impressionnant. Vous voyez la nette augmentation entre 92 et 2012. Je vous ai dit que normalement, on va avoir aussi une augmentation dans la génération des années 90. Il y a des coûts, ils sont des coûts directs liés à l'hospitalisation, à des consultations, à des médicaments, à des arrêts de travail. Et ici en France, il y a une étude qui a montré que les patientes qui relèvent des règles douloureuses, ils sont en moyenne 33 jours d'arrêt de travail. Pour d'autres causes, puisque marqué sur l'arrêt de travail règles douloureuses, c'est mal vu par l'employeur. Donc c'est quand même une maladie qui est très en augmentation. Ça a été calculé en France 9 milliards et demi, c'est énorme, en augmentation constante. Et environ, on a dit que 10% des patientes présentent l'endométriose, je crois que ça certainement ça a été dit, mais je crois que ces chiffres sont vraiment sous-estimés. Alors, nous avons fait une étude il y a environ 5 ans pour voir un tout petit peu l'état de lieu sur le facteur toxique et la qualité de vie des couples infertiles dans notre centre. Et cette étude, pourquoi j'étais tellement sensibilisée, puisque moi j'avais resté dans ma formation médicale que l'endométriose concernait que 10% des femmes, et je me suis trompée. Et cette étude nous a permis de voir dans cette équipe prospective un tout petit peu, on a fait l'état de lieu de comment les couples infertiles vivaient. Donc c'était fait sur environ 700 patients, et nous avons utilisé un dépistage écrit. Ces dépistages écrits hommes et femmes, nous l'avons adressé à différents centres, et nous avons évalué avec l'informaticien ces résultats-là.
Alors, les couples infertiles présentent des additions des facteurs de risque comme les tabacs, les cannabis, l'alcool, les stress. Donc, en moyenne, les femmes, dans cette étude, peut-être que ça, si on les fera, maintenant les choses s'est modifiées un tout petit peu, elles présentent au moins 4 facteurs cumulés toxiques qui participent à diminuer la fécondité. Mais dans cette étude, ce qui nous a alarmés, c'est qu'une femme sur 2, déclarée dans cette enquête, elle présentait des règles douloureuses depuis l'adolescence. Pas seulement il y avait des règles douloureuses, donc presque 50 à 60% manifestés à l'écrit, puisque l'oral, je pense que c'est là où on doit travailler, c'est l'écrit, puisque l'oral, habituellement, les règles douloureuses sont banalisées. Mais aussi, il y avait des troubles au niveau des rapports sexuels chez ces types de patients qui manifestaient aussi des règles douloureuses. Donc, une femme sur 8 déclarait des problèmes lors des rapports sexuels. Les plus souvent, c'était la douleur au rapport, l'insensibilité, les saignements, et les femmes aussi, voilà. Donc, tout ça nous a alertés il y a environ 5 ans, comme quoi peut-être qu'on était nous-mêmes, gynécologues de la reproduction, en train de sous-estimer l'ampleur de ces tormentations liées à l'endométriose. Alors, un cas clinique rapide, je crois que vous avez parlé de l'infertilité. Cette patiente, quelle est la place de l'endométriose dans l'infertilité inexpliquée? Alors, la Chambre de biomédecine, il y a 3 ans, dans un dernier rapport, a rapporté que les stérilités dites sans cause représentent environ 30 à 40% des indications de fécondation in vitro, ce qui est très excessif. C'est-à-dire quand il n'y a rien, hein, quand les trompes sont normales, quand les spermes sont normales, on fait dans 30% des cas environ des fécondations in vitro que peut-être on aurait pu éviter si on aurait affiné le diagnostic. Donc, voilà un cas typique de ce que nous voyons dans les échecs des FIV. Hein. Donc, à cas, la patiente consulte parce qu'elle a eu 3 échecs des FIV, 4 inséminations, donc 35 ans en long parcours. La patiente remplit son dépistage puisqu'on continue à utiliser les dépistages écrits pour tous les 2 lors des consultations d'infertilité. Et elle manifeste des règles douloureuses depuis l'adolescence, des règles abondantes. Et donc, tout ça, c'était dit, on ne connaît pas la cause. C'est dur de dire à la patiente, peut-être, vous avez une cause réelle qui est l'endométriose. Donc, la patiente saignait après le rapport sexuel, elle est examinée, il y a des points d'endométriose dans le col de l'utérus qui fait saigner et est certainement lié à l'endométriose. L'examen révèle chez cette patiente un kyste endométriosique qui apparemment n'a pas été vu de 2 cm. Donc, INIREM a montré l'existence de l'adénomyose, comme il a déjà dit tout à l'heure. Et la cystoscopie a révélé que cette patiente, suite à tous ces échecs d'AMP, avait quand même une endométriose pelvienne et cette patiente a été enceinte naturellement pour cette infertilité dite inexpliquée, qui n'était pas du tout inexpliquée, qui était liée à une endométriose. Ce type de situation, malheureusement, nous la voyons très souvent, c'est-à-dire que l'endométriose, donc il faut le dépistage. Je crois que ça, c'est capital et je crois que l'interrogatoire ne permet pas de dire parce que les femmes elles-mêmes ne font pas lien entre ces règles douloureuses et l'endométriose. Je ne veux pas parler des facteurs toxiques parce que je crois qu'on va parler tout à l'heure, mais je vous ai mis un tout petit peu les facteurs qui peuvent jouer un rôle, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on est pris. Alors, donc, un tout petit peu sur le dépistage. Dans l'enquête d'Equibel de Rouen, 2/3 des médecins généralistes se considèrent peu ou pas du tout à l'aise dans la prise en charge de l'endométriose. Je vous ai dit qu'un tiers des patientes en gynécologie, actuellement par l'Organisation de santé, le manque des gynécologues en France, qui va continuer à mon avis s'aggraver, sont vus par les médecins généralistes, au moins que on ne va pas faire de la politique aujourd'hui. Donc, le retard du diagnostic aggrave la maladie et les conséquences. Le dépistage est essentiel, mais le dépistage, pas seulement en infertilité quand le couple vient nous voir. Ces dépistages doivent être faits déjà lors de la consultation dès l'adolescence, sensibiliser aux mères. Oui. Donc, j'ai fini sur le dépistage. Le dépistage doit commencer à alerter les adolescentes. Dire que la pilule traite l'endométriose, c'est absolument faux, qu'il faut alerter, qu'il faut alerter les mères, qu'il faut développer la formation des médecins généralistes
auprès des gynécologues qui n'en font pas l'infertilité, de ne pas banaliser les symptômes liés à ces règles douloureuses, qu'il faut explorer. Il faut que cette douleur devienne plus audible pour les patientes. Et je crois que plus on sera précoce dans le diagnostic, plus nous allons pouvoir agir au niveau de l'endométriose et de l'infertilité. Merci beaucoup, Sylvia. Merci beaucoup, Sylvia Alvarez. Vous avez vu que c'était passionnant. Refaire le point sur cette maladie endométriose, ses relations avec la fertilité, les souffrances, le dépistage. Déjà une maladie qui pourrait être présente chez les adolescentes qui souffrent et qui n'osent pas en parler. On va passer à un autre sujet et on a la chance aujourd'hui d'avoir Anne Vautier avec nous. Anne Vautier va nous parler des mécanismes complexes qui ont permis de comprendre pourquoi ce fameux Distilbène qu'on a donné pour éviter les fausses couches dans les années 70 a eu des impacts sur les générations des bébés issus de ces grossesses. Et elle a l'art de nous expliquer avec simplicité et intelligence des choses un peu complexes. Alors on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est à toi, Anne. Tu as 10 minutes. Bonjour, alors je suis très heureuse moi aussi de pouvoir participer à cette session. Mon défi aujourd'hui, ça va être de rendre ce titre compréhensible pour tout le monde, les mécanismes épigénétiques des perturbateurs endocriniens. Alors d'abord, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est exactement la différence entre génétique et épigénétique. La génétique, c'est l'ADN, donc en gros, c'est le plan. Si on compare le corps à une construction d'un bâtiment, l'ADN, c'est le plan de construction de ce bâtiment. L'épigénétique, ce serait l'architecte, ce serait la personne qui distribue les plans. Donc, en gros, les mécanismes de l'épigénétique, c'est par exemple les histones, c'est des petites protéines qui font que l'ADN est dans une conformation qu'on ne peut pas lire. Donc il est tout replié. C'est comme si l'architecte mettait les plans dans un placard. Donc toutes les cellules ont les plans, mais dans certaines cellules, les plans sont cachés dans un placard. Ça, c'est le premier mécanisme possible. Le deuxième mécanisme, c'est la méthylation de l'ADN. C'est des petites marques qui sont disposées sur toute la molécule d'ADN. Ce serait comme si l'architecte mettait du blanco sur certaines régions du plan. Ça va jusqu'à maintenant? Et le troisième mécanisme, ça s'appelle les micro-ARN. C'est des petites choses qui s'interposent quand on a commencé à fabriquer une protéine qui ne devrait pas être là. C'est comme si l'architecte voyait des ouvriers se tromper de plan et qu'il leur disait « stop, on arrête tout de suite ». Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on est dans une équipe de construction du corps humain, on va avoir par exemple quelqu'un qui sera chargé de fabriquer juste le rein et d'assurer son fonctionnement, et il aura uniquement à sa disposition les plans qui concernent le rein et le fonctionnement du rein. Celui qui va être chargé de fabriquer l'utérus aura juste les plans pour fabriquer l'utérus et assurer le fonctionnement de l'utérus. Les perturbateurs endocriniens, quel est leur rôle dans tout ça? En fait, ils vont perturber, comme leur nom l'indique, perturber l'architecte. Donc on va se retrouver avec une équipe qui n'aura pas forcément les bons plans. Les anomalies épigénétiques vont entraîner des dysfonctionnements, soit au moment de la formation des organes, au moment de la construction. Par exemple, les malformations utérines, quand le perturbateur endocrinien arrive au moment de la formation des organes dans l'utérus, soit plus tard, avec une altération du fonctionnement ultérieur des organes. Donc, on n'arrive plus à trouver les plans pour faire fonctionner correctement un utérus. On n'arrive plus à trouver les plans, par exemple, pour faire fonctionner correctement un rein. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses, les marques épigénétiques, le placard, le blanco, l'architecte, c'est des choses qui sont censées se remettre à zéro au moment de la formation des ovules et des spermatozoïdes et au moment de la fabrication d'un embryon. Donc, c'est pas quelque chose qui est censé se transmettre à la descendance, mais on sait que pour certains perturbateurs endocriniens, il y a quand même des modifications qui peuvent être transmises. Là, je vais parler d'un cas particulier qui est le cas du Distilbène. Le Distilbène dont on parlait tout à l'heure, qui est une molécule qui a été prescrite dans les années 60-70 à des femmes, effectivement, pour empêcher les fausses couches et dont on a constaté que ça avait des effets sur ces femmes qui ont pris le médicament, mais aussi sur leurs filles. Alors, comment ça se fait? Donc, les 3 niveaux d'exposition du Distilbène, c'est d'abord que la femme traitée
a pris ce médicament, et donc il y a des effets chez la femme qui a pris ce médicament. Par exemple, les femmes qui ont pris le Distilbène ont une augmentation du risque de cancer du sein. Mais en fait, on ne peut pas penser que c'est seulement elle qui a été exposée et qu'elle a transmis des modifications. C'est pas tout à fait comme ça. Parce que quand elle a pris le Distilbène, ça a également exposé son bébé. Comme elle était enceinte, c'est comme si le bébé avait aussi pris du Distilbène. Donc, les anomalies qui ont été constatées chez les filles de ces femmes-là, c'est des anomalies qui sont dues à la présence du Distilbène pendant qu'elles étaient dans le ventre de leur maman. C'est des effets donc principalement de malformation de l'utérus, et ça peut aussi être des effets de sensibilisation avec une augmentation du risque de cancer du sein à l'âge adulte ou du cancer vaginal à cellules claires. Mais c'est pas tout. Pourquoi est-ce qu'on constate aussi des effets peut-être sur la génération suivante? On a l'impression qu'il n'y a pas de raison pour la peine. Mais en fait, il y a quand même une raison. C'est que je ne sais pas si vous voyez, mais les ovaires de la femme qui était bébé dans l'utérus de sa mère ont aussi été exposés au Distilbène. Donc les spermatozoïdes et les ovules qui sont fabriqués au niveau des testicules ou au niveau, en l'occurrence, des ovaires du fœtus, sont aussi directement exposés au Distilbène et peuvent aussi avoir des modifications. Donc ça veut dire que ce petit bébé-là, qui a des ovaires par exemple, avec des ovules dedans, quand il fera des enfants plus tard, ces ovules, qui vont être utilisés pour faire cet embryon et ce nouvel enfant, auront peut-être aussi des anomalies. Ça va? Vous arrivez à... Donc, du coup, c'est possible qu'il y ait des conséquences. Et en l'occurrence, pour le Distilbène, on a constaté que chez les fils qui sont nés de ces femmes qui ont été exposées dans l'utérus de leur mère, il y a effectivement des malformations génitales plus fréquentes, par exemple des hypospades. Donc voilà, je sais pas, j'espère que ça a été un peu clarifié. Moi, je pense que j'ai tenu mes 10 minutes. Voilà, je vous avais pas menti, Anne, c'est toujours très clair et c'est toujours simplifier des choses très complexes. On a posé le décor de ce fameux Distilbène, à quel niveau il a agi, chez qui il a agi. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Michel Tournière avec nous. Il est très très bien placé pour nous parler des effets dans les générations. Et aujourd'hui, il va se centrer sur la 3e génération. On aime toujours l'écouter parce que c'est toujours intéressant, simple et clair. Et en plus, il a toujours une note positive qui rajoute au futur quelque chose de dynamique. Donc, on est très fiers de l'avoir avec nous. Les filles Distilbène, c'est-à-dire celles qui étaient exposées dans l'utérus de leur mère, ont subi de lourdes conséquences que je vous rappelle, la fertilité ou l'infertilité, plus exactement, a été multipliée par 3. Il y a eu de nombreuses complications de grossesse, mais ces filles-là ont entre 40 et 67 ans actuellement. Donc, elles sont moins concernées par les questions de fertilité. En revanche, leurs filles, elles, arrivent à l'âge de faire des bébés. Et c'est sur ce sujet-là que nous allons nous pencher aujourd'hui. Et je remercie l'équipe de Maya de m'avoir invité de nouveau pour un sujet qui est relativement nouveau avec cette 3e génération et sa fertilité. Quelles sont les sources d'information? Il y a une grande équipe américaine composée de membres de l'Institut de la Santé et de l'Institut du Cancer américain qui travaillent depuis 30 ans sur ces sujets, qui publient 1 à 3 fois par an sur des sujets fondamentaux. En France, l'ANSM, après l'affaire du Mediator, s'est rapprochée des associations et elle a proposé une aide à la recherche pour les associations. Et c'est de cette façon que Réseau DES France, avec qui je travaille comme conseil médical, a proposé une vaste étude concernant toutes les générations Distilbène. À notre grande surprise, il faut le dire, il y a eu 10 000 réponses à 5 questionnaires comportant les générations et un groupe témoin. Il y avait entre autres 3 400 filles DES et 763 petites filles DES dont nous parlerons aujourd'hui. Alors ceci a débouché naturellement sur des publications internationales. Il y a eu en 2015 une publication sur les cancers du sein de 2e génération qui sont augmentés. Une étude de psy sur les filles DES, augmentation d'un certain nombre de maladies psychiatriques. Nous avons un accord
un texte accepté sur les enfants des fils DES, qui sont en général délaissés. Je crois que c'est la première publication qui concerne les enfants de ces fils DES. Elle est acceptée maintenant. Elle sera publiée en 2017. Alors, quelques-unes de ces publications, rapidement. Vous avez à gauche les questionnaires, questionnaire filles DES, questionnaire témoins, et une première publication sur les cancers, une deuxième sur le niveau psy. Une troisième publication concerne les effets secondaires chez les filles de troisième génération, et ceci concerne les malformations, les cancers, et aussi, comme ces filles sont souvent prématurées, il y a un taux élevé d'infirmes moteurs cérébraux. Toutes ces informations-là, vous les retrouverez facilement en consultant le site des-france.org, car nous avons fait une synthèse de tout ce qui sort sur le sujet, enfin nous l'espérons, avec deux guides, l'un qui est bref de 4 pages, et puis la version complète avec près de 30 pages maintenant, où vous avez toute la bibliographie avec des liens, ce qui permet d'avoir un point complet. C'est ouvert aux professionnels et aux patients, puisque maintenant, c'est une communauté qui travaille ensemble pour progresser dans la connaissance. C'est ce questionnaire des troisième générations qui a été exploré à l'occasion de ces journées. C'est une préparation que nous faisons avec Anne, qui sera, j'espère, disponible prochainement, mais nous avons voulu vous donner des informations, en quelque sorte, en avant-première. Nous avons un guide qui est celui des accidents des mères. Est-ce que ces accidents vont être répliqués chez leurs filles de troisième génération? Ces filles DES avaient des malformations de l'utérus dans 70% des cas. Une infertilité augmentée, nous l'avons vu, grossesse extra-utérine augmentée, prématurité, et aussi, on connaît les cancers particuliers, ACC, qui frappaient, mais surtout autour de l'âge de 20 ans. Premier point, est-ce qu'il y a des malformations de l'utérus? 4 références sur le sujet. Kaufmann, 2002, 28 petites filles explorées avec toutes les imageries imaginables, possibles, si je peux dire. Aucune anomalie. Titus, 2010, 3800 filles, aucune anomalie notable. Dans notre étude de 2016, deuxième génération, 2200 petites filles, taux normal d'anomalie utérine. Et puis, dans notre étude actuelle, le questionnaire a porté sur 380 filles âgées de 18 ans et plus, et voici les informations. Alors, nous avons une population composée au total de 383 personnes, mais certaines ont des mères d'Istilben, d'autres des pères, et même 8 ont la chance, si je peux dire, d'avoir à la fois le père et la mère d'Istilben. Ça n'a pas eu plus de conséquences, comme on va le voir. Si vous regardez maintenant la synthèse qui est dans la colonne de gauche, on remarque qu'il y a un taux de malformation global qui est un peu élevé, 2,8, mais c'est une étude rétrospective et on ne peut pas échapper à un biais possible. Les utérus bicornes cloisonnés qui sont bien connus, qui sont des anomalies d'embryologie et qui ne sont pas liées au Distilben. Ce qui nous a tout de même interpellés, c'est que la maladie de Rokitansky, qui est normalement une fréquence de 1 sur 4500 filles, a été rencontrée à 3 exemplaires, 2 avec mère d'Istilben et 1 avec père DES. Alors, c'est une étude rétrospective, il y a facilement des biais de recrutement. Toutefois, ça pose la question, après ce qu'on a entendu maintenant, on sait qu'on recherche beaucoup et on trouve des causes génétiques à la maladie de Rokitansky, mais on peut se demander, et c'est la question que je renvoie à Anne, s'il n'y a pas aussi des possibles mécanismes épigénétiques. Ça, c'est ce qu'on appelle une alerte qui incite à rechercher. C'est tout pour l'instant. Alors, si on résume, il y a des malformations, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de malformation de type fille DES, entre autres le célèbre utérus en T. Et ça, c'est un point rassurant. Ça, c'est la morphologie. Maintenant, il faut passer au fonctionnement. Que se passe-t-il et comment fonctionnent en gros les ovaires? Titus, 2006, a étudié de très près les règles.
Les premières règles sont à une date identique avec les témoins. On remarque qu'elles sont régularisées un peu plus tard, ce n'est pas un grand événement. Tout de même, les règles irrégulières plus souvent, et on sait que dans ces cas-là, la fertilité peut être légèrement diminuée. Donc une question. Et l'infertilité, effectivement, a été trouvée multipliée par 2. Mais, comme on voit avec l'intervalle de confiance là, statistiquement, c'est pourtant non significatif, ça peut être simplement lié au hasard. Ce qui interpelle un peu plus, c'est que le nombre de grossesses est inférieur de façon significative pour les petites filles DES par rapport au groupe témoin. Il n'y a pas eu de complications de grossesse augmentées. Nous avons regardé de près nos 383 petites filles, comparées cette fois à la population générale. Il y avait 20 cas de consultation pour infertilité. Ceci doit être appareillé avec la population générale. Nous verrons avec l'aide des épidémiologistes, on ne peut pas conclure sur ce point. Nous avons surtout regardé de près les grossesses. Et il suffit de regarder la colonne de droite. Il y avait 152 grossesses évolutives, hors IVG. Il y avait 18% de fausses couches, c'est un taux qui est dans la norme. Et il y avait des grossesses extra-utérines en taux peut-être un peu plus élevé. 119 accouchements, et on peut dire que ce taux de complications, contrairement aux filles DES qui avaient seulement la moitié des grossesses qui parvenaient à un enfant, ne réplique pas ces accidents. Pour conclure, est-ce qu'il y a des malformations utérines? Il n'y a pas d'utérus de type Distilben. Le taux de malformation est légèrement augmenté et le taux de Rokitansky est nettement supérieur, mérite d'étudier plus avant. La fertilité, les règles sont un peu plus irrégulières. Le cas d'infertilité augmente dans l'étude américaine et qu'on ne peut pas encore conclure. Nous allons creuser ce sujet avec les épidémiologistes. Le nombre de grossesses est un peu diminué aux États-Unis. Surtout, ce qu'on retient, c'est que contrairement aux filles DES, l'évolution des grossesses, une fois obtenue, est proche de la norme. En somme, il n'y a pas de réplication des accidents des filles DES, mais on doit poursuivre la vigilance parce que ces filles-là sont encore jeunes et vont arriver dans le plein âge pour faire des bébés. Merci. Merci beaucoup Michel Tournière. Donc vous avez vu qu'on sort de l'ornière Distilben. On a l'impression que la troisième génération va peut-être échapper. Comme vous a dit Michel Tournière, tout n'est pas clair. Il faut continuer les études, mais quand même, on est sur de l'optimisme. On a l'impression que, au niveau de l'impact de cette troisième génération, on va sortir de la responsabilité de ce désastre qui était ce fameux Distilben. Alors, je vais avoir le plaisir d'accueillir Alexandra Izquierdo, qui est une amie qui travaille à Madrid. Et puis, elle va vous passer d'un tout autre sujet, mais un sujet qui est très médiatisé, qui vous intéresse beaucoup. C'est que la fertilité des humains s'effondre quand la femme se rapproche de la quarantaine. Et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et l'accusé, c'est l'ovaire, c'est l'ovocyte. Donc, elle va essayer de nous éclairer sur ce qu'on appelle le vieillissement ovarien. Et puis peut-être aussi donner des pistes sur ce qu'on appelle les stratégies pour essayer de pallier à ce problème. Et on l'appelle le rajeunissement. Donc on a le plaisir de l'écouter. Et Alexandra, je te laisse la parole pour 10 minutes. Merci André. Merci aussi à Maya et à Magique Maman pour me permettre aujourd'hui de parler d'une question que c'est, je pense, la plus importante pour la fertilité de la femme, que c'est lié à l'âge. On sait que l'âge, c'est la cause principale de consultation pour infertilité. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on connaît à partir de l'âge maternel et aussi qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là pour arriver à avoir une grossesse en bonne santé et sans souci pour la maman et pour le bébé aussi. Alors, nous savons qu'à partir d'un certain âge, surtout à partir de 35 ans, 36, 37, la fertilité de la femme peut se réduire beaucoup. Et on arrive jusqu'à un certain âge, 42, 43 ans, où vraiment avoir une grossesse spontanée devient vraiment difficile. Et c'est lié à deux facteurs. Le premier, c'est que le nombre d'ovocytes que la femme a dans les ovaires, que toutes les femmes nous avons dans les ovaires, diminue au fur et à mesure qu'on avance pour l'âge.
Et après, le nombre d'altérations qui se produisent dans les ovocytes s'accumule, et c'est vrai que c'est plus important qu'on en avance en l'âge. Les ovocytes sont là de consommer, et ça peut faire que tous les mécanismes pour la division cellulaire, une fois la grossesse se produise, contiennent d'erreurs, on fait des erreurs, et ça peut faire que finalement il y a d'anomalies génétiques dans les embryons. Ça va faire d'un côté que les embryons ne s'implantent pas, comme ça c'est plus difficile de tomber enceinte, et de l'autre côté, ceux qui s'implantent ont plus de risques de faire de fausses couches. Ça, on le verra ici avec la prochaine image. Vous verrez ici la taux d'anomalie chromosomique, ça remonte à mesure qu'on avance à l'âge, et ainsi la taux de fausses couches peut augmenter de même façon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les effets de l'âge sur la fertilité et sur les résultats de la grossesse? Alors, on sait que le diagnostic génétique préimplantatoire nous permet de faire un diagnostic sur les embryons pour choisir ces embryons qui sont vraiment normaux et qu'on peut transférer dans l'utérus de la mère sans avoir le risque d'avoir une fausse couche de cause génétique. Après, il y a d'autres questions liées aux fausses couches, mais la cause génétique, on peut la éviter en utilisant le diagnostic génétique préimplantatoire. C'est vrai que pour ça, il faut faire un traitement de PMA, il faut avoir d'embryons dans les laboratoires et avoir la chance de les biopsier pour obtenir toute cette information. Mais on sait que maintenant, c'est une possibilité pour les femmes plus âgées d'avoir une grossesse. D'ailleurs, ça, si on veut connaître d'autres technologies, d'autres traitements pour arriver à avoir une grossesse, on verra après un peu les traitements. Je voulais vous expliquer un petit peu comment on fait les diagnostics génétiques. Normalement, on a d'embryons qui se culturent dans les laboratoires et au J3 ou J5, c'est-à-dire 3 ou 5 jours après qu'on a obtenu les embryons, on peut enlever une petite partie de cet embryon et on va biopsier cette petite partie pour analyser les chromosomes. Une fois on a les informations sur les génétiques des embryons, on va choisir ceux qui sont normaux et on va les transférer dans l'utérus de la mère. Comme ça, on va éviter ces embryons qui ont des trisomies ou d'autres malformations, altérations génétiques qui peuvent empêcher d'un côté l'implantation et de l'autre côté l'évolution de la grossesse. Est-ce qu'on peut faire cet vieillissement à l'envers? Est-ce qu'il y a une possibilité, de même façon qu'on fait des traitements anti-aging pour les visages, est-ce qu'on peut le faire aussi pour les ovaires? Bon, c'est un peu compliqué de vous dire. Maintenant, il existe certains traitements qui sont publiés dans la littérature médicale et qu'on sait que peut avoir certains effets positifs sur les ovaires. On connaît que l'administration d'androgènes, dihydroépiandrostendione, ça peut avoir un effet positif sur les ovaires. Ça peut faire que la réaction au traitement de fécondation in vitro peut s'améliorer avec ces traitements. Mais malheureusement, au niveau des naissances, des bébés à la maison, les résultats sont un peu contradictoires. Alors pour ça, il faut vraiment que votre médecin vous recommande, si c'est vraiment dans votre cas, qu'il recommande de faire ces traitements ou pas. Après, on a des antioxydants comme la coenzyme Q10 et la mélatonine qui peuvent faire que tous les mécanismes de vieillissement au niveau de l'ovaire puissent se réduire. Il essaie de donner, avec un mécanisme antioxydant, de changer le nourrissement des cellules et essayer de faire que leur pouvoir de continuer à se dérouler, à se diviser, soit amélioré, en faisant qu'il y a plus d'ovocytes disponibles dans les ovaires. Aussi, les traitements avec les antagonistes d'hormones antimullériennes, c'est possible maintenant dans la recherche pour essayer d'améliorer la réponse au traitement. Alors, tous ces traitements médicaux doivent être bien expliqués aux patients, savoir quels sont les effets secondaires, surtout au niveau des androgènes, qui peut avoir, si on le prend pendant longtemps, des effets secondaires. Alors, tout ça doit être bien conseillé pour vos médecins, pour vous expliquer quels sont les effets qu'on attend et quels sont les effets secondaires qui peuvent apparaître, pour savoir si c'est possible ou pas de faire ces traitements dans votre cas. Je voulais
parler aussi un petit peu de rajeunissement ovarien. Est-ce que c'est possible ou pas? Peut-être vous lisez quelque chose au niveau de rajeunissement sur l'Internet. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations on peut voir des nouvelles, toute la recherche qu'on peut produire au niveau de la PMA nous donne beaucoup d'informations et c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe et si c'est possible de le faire pour nous ou pas. Pour l'instant, je vous dis que la plupart de ces choses sont encore dans la recherche. On va parler un peu de la possibilité de rajeunissement par fermentation des ovaires. Il y a des techniques avec une celluloscopie, on enlève une petite partie du cortex ovarien pour le reimplanter après et ça peut faire qu'on produise de nouveaux ovocytes de bonne qualité. Comme je vous dis, c'est un traitement encore dans la recherche. Cette même traitement qu'on fait par laparoscopie, on peut le faire avec une ponction pour enlever les follicules qui sont plus précoces, qui sont les cellules immatures des ovaires, pour les injecter à nouveau dans l'ovaire et faire qu'ils se produisent un peu plus d'ovocytes. Après, la maturation in vitro des ovocytes immatures qu'on peut obtenir des ovaires. C'est vrai que c'est une procédure qu'il y a déjà quelques années que c'est fait, mais les résultats sont encore en train de se développer, surtout parce que la taux d'anomalie génétique qu'on peut voir pour les ovocytes qui sont maturés en vitro peut être un peu plus élevé de ce qu'on souhaiterait. Après, on peut voir aussi les greffes de mitochondries. Alors, la mitochondrie, c'est une partie de la cellule qui produit toute l'énergie de la cellule. On sait que les mitochondries des ovocytes qui sont plus âgés normalement produisent moins d'énergie. Et c'est important de connaître qu'il y a certains traitements qui mettent des mitochondries de certaines cellules dans l'ovocyte pour essayer d'améliorer cette production d'énergie. Ces traitements ont été déjà faits avec ovocytes donneuses en changeant les mitochondries et maintenant ils sont en train de vérifier si c'est possible de les faire avec mitochondries de la même patient. Aussi l'injection des cellules souches de la moelle osseuse dans l'artère ovarienne pour faire que les cellules précurseurs des ovocytes arrivent jusqu'à là et peuvent renouveler toutes les cellules qui sont dans les ovaires. Et l'injection de plasma riche en plaquettes dans l'ovaire. Normalement, il récupère une prise de sang, il peut séparer les plaquettes et mettre ces plaquettes dans les ovaires. Alors, tous ces traitements sont très innovants et vous devez savoir qu'ils sont encore dans la recherche. Peut-être dans un futur, ça sera probablement les traitements qu'on va offrir à tous nos patients. Les patients pour lesquels on peut offrir ces traitements sont normalement des patients ménopausée ou en préménopause, des femmes avec un échec d'activité ovarienne précoce où les hormones sont très bas, il n'y a pas de réponse au traitement. Alors tous ces patients qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas d'activité ovarienne, peuvent profiter de ces futurs traitements, on verra dans quelques années. Alors, c'est vrai que normalement, des petites questions pour savoir comment on se fait ces traitements. Pour les femmes qui ont des règles, normalement, ça se fait au début de cycle. Pour les femmes qui n'ont pas de règles, on peut le faire, on n'importe pas les moments. Et normalement, il met sur les niveaux d'hormones pour vérifier si les résultats de tous ces processus ont été positifs. Et finalement, nous avons une réaction des ovaires au ces traitements qu'on a fait. Comme je vous disais, toutes ces sont dans la recherche. C'est important de connaître que ces traitements sont encore en train de se développer. Pour l'instant, les seuls traitements qui peuvent essayer d'éviter les effets négatifs de l'âge maternel, c'est les diagnostics préimplantatoires pour choisir les embryons. Et dans les cas où la femme ne produit pas plus d'ovocytes avec les traitements de fécondation in vitro, avec les traitements de stimulation, dans ces cas, il faut faire un traitement avec un don d'ovocytes. Pour l'instant, c'est ça qu'on peut offrir les patients. Mais pour le futur, peut-être dans quelques années, on pourra vous expliquer d'une autre façon comment faire d'autres traitements. Alors, c'était rapide et bon, il me manque la dernière diapo où je vais vous laisser mon adresse mail au cas où vous souhaitez me contacter si vous aviez des questions parce que c'était un peu rapide. Bon. Merci beaucoup. Donc, merci Alexandra. Vous avez vu que tout n'est pas simple sur l'histoire du vieillissement ovarien. Ici en France, les gynécologues se battent auprès des institutions à vos côtés pour demander l'autorisation de cette fameuse FIV avec le diagnostic préimplantatoire pour sélectionner les embryons
et essayer d'éliminer les embryons qui ont des anomalies chromosomiques. C'est pas encore fait. Monsieur Macron a promis beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est en chemin. Et puis, vous avez vu ces nouvelles molécules prometteuses, mais en cours d'étude. On ne peut pas encore les utiliser en routine, mais c'était très intéressant de voir que la science est en mouvement et qu'on va avancer sur ces sujets. Alors, Charlotte Mertost va être avec nous aujourd'hui pour rétablir l'équilibre. On parle de la femme, on parle de l'ovocyte, on parle de l'ovaire, mais pour faire un embryon et un bébé, il faut être deux. Et donc Charlotte va nous reparler du masculin, mais le masculin sous un angle un peu particulier, le spermatozoïde, le masculin sous l'angle de l'environnement et l'angle peut-être de la nutrition. Elle va nous éclairer sur ce qui pourrait altérer la fertilité masculine. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à la voir avec nous aujourd'hui. Charlotte, c'est à toi. Merci. Bonjour, merci d'être là. Donc on va essayer de parler de fertilité masculine. Vous le savez, pour faire des bébés, normalement, il faut avoir 2 gamètes, un masculin, un féminin. Et la fertilité masculine, c'est la cause principale de l'infertilité des couples dans 25% des cas, et c'est mixte dans 50% des cas. Alors aujourd'hui, on sait que l'homme est une espèce en voie de disparition. On a changé les normes OMS du spermogramme en 2010, parce qu'on avait trop de gens qui n'étaient pas dans les 90% de la courbe de Gauss. Donc on a été obligé de diminuer en fait les normes en termes de numération, de vitalité, de mobilité. On a d'autres indicateurs cliniques qui montrent que l'homme aujourd'hui en fait est une espèce en voie de disparition. On a de plus en plus de dygénésie testiculaire. La dygénésie testiculaire, c'est la dygénésie gonadique. C'est en fait l'association de différentes pathologies qui sont l'hypospade, le cancer du testicule, les micropénis et l'infertilité, et qui sont liées à des facteurs environnementaux. On retrouve aussi un autre indicateur d'infertilité chez les petits enfants, chez les bébés, c'est la distance entre l'anus et le bourgeon scrotal, qui est un indicateur d'imprégnation en testostérone pendant la grossesse. On a une augmentation des micropénis à la naissance. Et tout ça, en fait, nous montre que plus on avance, en fait, dans le temps, plus il y a une altération des paramètres spermatiques. Alors, souvent, en fait, nos altérations des paramètres spermatiques vont rester inexpliquées dans 50% des cas. On ne trouve pas de cause génétique, on ne retrouve pas d'anomalies sur les échographies, comme des varicocèles qui peuvent se modifier. Et donc, on pense qu'une grande partie, en fait, de ces hypofertilités, elles sont liées à notre environnement, à la nourriture, à ce qu'on absorbe, mais aussi, en fait, à tous les perturbateurs endocriniens auxquels on est exposé. Et c'est eux qui vont expliquer pourquoi on a des hommes qui ont une infertilité. Alors, s'intéresser à l'infertilité chez les hommes, c'est pas juste de trouver la cause, c'est que les causes vont être modifiables. Et quand on va modifier les régimes alimentaires, on va modifier les paramètres du spermogramme. Ce qui va être intéressant quand on les modifie, c'est qu'on sait en fait qu'il y a un marqueur masculin sur l'implantation embryonnaire et qu'effectivement, on aura plus de bons résultats en technique d'AMP, mais aussi en fertilité naturelle quand on améliore les paramètres du sperme. Et c'est un vrai bonheur tous les jours de travailler avec des hommes parce qu'en plus, ils sont super adhérents au traitement quand on leur dit qu'on va améliorer les choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie, en fait, de l'altération des paramètres du sperme, ça va être lié au stress oxydant. Alors, le stress oxydant, c'est pas le stress qu'on ressent, en fait. Le stress oxydant, il est lié à énormément de choses qui nous entourent, les perturbateurs, le tabac, l'alimentation, etc. Le stress oxydant, en fait, c'est l'utilisation de l'oxygène. Alors, le truc que vous allez apprendre, c'est qu'il faut un spermatozoïde, un ovocyte, et aussi on utilise l'oxygène constamment quand on respire pour vivre. Et en fait, l'oxygène qu'on utilise, en fait, il y a des électrons qui vont les rester libres. Et ces électrons qui vont rester libres, ils vont former, en fait, des espèces oxygénées réactives qui vont altérer certains composants, en fait, du spermatozoïde. Sa membrane, la façon dont il va bouger, son ADN. Et ça va entraîner des anomalies sur le spermatozoïde et sur sa capacité à féconder. Alors, ces ROL, en fait, donc ils vont modifier l'ADN, ils vont modifier les structures et puis ils vont modifier les lipides. Et vous savez que la membrane lipidique du spermatozoïde, elle est très importante quand on veut avoir une fertilité naturelle ou quand on fait de l'insémination, on la dépasse quand on passe en technique d'ICSI. Les dégâts, en fait, de l'ADN, on les connaît. En fait, quand on a des dégâts sur l'ADN masculin, on a une véritable altération du taux de grossesse chez la femme. Et puis, on sait aussi que quand on a des dégâts sur l'ADN, chez ces hommes, on va avoir une incidence qui va être plus élevée dans les générations futures, en fait,
de pathologies autosomiques dominantes ou de cancer. Ces altérations de l'ADN, elles sont importantes à prendre en charge chez l'homme parce qu'on sait que quand on a une fragmentation du sperme qui est au-delà d'un certain chiffre, les inséminations vont être inutiles. Et quand on a une fragmentation qui est importante aussi sur de l'ADN du sperme, on va avoir une mauvaise réponse en fait en post-implantatoire avec plus de fausses couches. Une des premières choses qui est importante dans la fertilité et la nutrition, ça va être le poids. Aujourd'hui, en fait, l'infertilité, elle est importante chez l'homme et il y a 50% d'hommes en surpoids, 15% d'hommes obèses. Les facteurs, en fait, qui vont expliquer la liaison entre le poids et la fertilité, ils sont nombreux. Ils sont sur les aromatisations et on montre aujourd'hui effectivement qu'il y a une véritable relation entre l'IMC, c'est-à-dire votre indice de masse corporelle, et la fertilité du couple, et que plus on va avoir un homme qui va être gros, moins on va avoir de naissances vivantes en cycle spontané ou en AMP. C'est montré, en fait, plus on grossit, plus on a de risque d'oligo ou d'azoospermie. Et c'est montré de façon internationale sur des méta-analyses. L'IMC va aussi altérer, en fait, la qualité du spermatozoïde. On altère les chiffres normaux qu'on connaît comme le nombre, mais aussi en fait la qualité du spermatozoïde et l'alimentation elle-même, en fait, le type d'alimentation qu'on a, elle va avoir un effet en fait sur la qualité du sperme et sur les chances de grossesse. Ce qui est d'autant plus important de comprendre, c'est qu'il y a une empreinte nutritionnelle paternelle. C'est-à-dire qu'un père qui va être gras, il va être plus à risque d'avoir une fille diabétique ou un enfant avec une dyslipidémie. Et le profil, en fait, génétique, enfin nutritionnel de ses parents s'explique par l'épigénétique qu'on a vu précédemment, en fait, chez les enfants. L'impact de la perte de poids, on en a en chirurgie. Alors là, c'est assez catastrophique, mais quand on perd du poids de façon naturelle, en fait, les études sont pas énormes, mais il y a une normalisation du bilan hormonal et il y a une amélioration aussi des paramètres du sperme. Les perturbateurs endocriniens, on vous en a parlé, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est, mais ça altère en fait les paramètres spermatiques, ça les altère à partir du moment en fait où le futur homme est in utero, et ça va les altérer à distance. Ces perturbateurs endocriniens, ils vont altérer aussi pendant toute la spermatogénèse chez l'homme, et on en retrouve partout en fait. Sans les polluants atmosphériques, sans les polluants dans les eaux de boisson, ça vont être les pesticides, sans les polluants organiques, sans les phtalates que vous avez tous les jours en fait dans les bouteilles en plastique dans lesquelles on boit, sans les phénols et les solvants. Donc, nous sommes on a énormément de perturbateurs autour de nous que l'on va essayer on va essayer de diminuer l'incidence. Il faut voir que quand on mange en fait des framboises par exemple, vous avez énormément de pesticides dessus. Donc il faut apprendre aux hommes en fait en fertilité à se renourrir comme il faut, éviter le gras, le sucre, là où il va y avoir énormément de pesticides. Voilà. Donc, on va leur demander aussi d'arrêter le tabac. Le tabac, en fait, ça fait partie des causes environnementales d'infertilité chez l'homme. Ah, il y a un petit problème de diapo. Désolée. On va revenir au tabac après. Il y avait aussi des effets physiques qui vont changer, en fait, les paramètres du sperme. Aujourd'hui, on sait que les champs électromagnétiques de nos téléphones portables, en fait, ça va exposer, avoir une altération de la spermatogénèse, de la même manière que la chaleur. Et la chaleur, je rappelle qu'on y est tous les jours exposé, parce qu'on passe beaucoup de temps assis, et quand les hommes passent beaucoup de temps assis, on a une augmentation de la chaleur au niveau du tissu du parenchyme scrotal. Donc le tabac, on y revient, en fait, quand les hommes fument, on a en fait des délais de conception qui vont être augmentés, parce que en fait, il y a énormément de composants dans les cigarettes, vous le savez, c'est reconnu aujourd'hui en fait, et ça va diminuer en fait le nombre de spermatozoïdes, ça peut entraîner une atrophie testiculaire, ça diminue leur vitalité, ça diminue leur mobilité, et ça va altérer leur morphologie. Ça altère aussi la qualité du noyau de l'ADN. On a une fragmentation qui est un indice en fait de la qualité de l'ADN au niveau du spermatozoïde qui va être augmenté. Et puis derrière, on a des anomalies chromosomiques qui sont en plus grande fréquence du nombre ou de nombre de disjonctions, et ça va altérer aussi la qualité des embryons. Le cannabis, c'est aussi une des grandes causes en fait d'infertilité chez l'homme. Ça entraîne une trouble de la mobilité. Alors le cannabis, ça rend plutôt
un petit peu à plat, alors que les spermatozoïdes, ils sont hyperactifs quand ils sont sous cannabis, et donc ils n'arrivent pas à trouver le bon chemin, entre guillemets, ça entraîne aussi une oligospermie, et ça modifie en fait des récepteurs qu'on a naturellement sur le spermatozoïde, qui sont des récepteurs cannabinoïdes, et ça va modifier en fait au-dessus les taux de FSH et de LH. Donc vous l'avez compris, en fait, la fertilité chez l'homme, un des ennemis publics, en fait, c'est l'environnement dans lequel va être le spermatozoïde, et les facteurs sont modifiables en termes environnementaux. On peut changer son alimentation, on peut arrêter de fumer, on peut arrêter le cannabis, on peut faire un peu plus de sport. Et l'ensemble, en fait, de ces améliorations va changer les critères du spermogramme, et il semblerait que ce soit aussi un critère de bonne santé générale chez l'homme. Merci beaucoup. Donc merci Charlotte de nous reparler donc de l'importance du masculin. Alors vous avez que nous les hommes aussi, il faut qu'on se reprenne en main. Il va falloir qu'on fasse du sport, qu'on fasse attention à bien manger. Et puis il y a un environnement qui est toxique, et donc il faut aussi que les pouvoirs publics prennent des mesures pour protéger le futur de nos enfants au travers de cet environnement. Donc, Olivia, tu veux parler des conférences qui vont avoir lieu grâce à Internet. Je vais te laisser. Alors, grâce au Facebook Live, on a des questions d'internautes. Une adressée au docteur Friedrich, de Cindy de la Boissière. Les patientes atteintes d'endométriose sévère présentent-elles plus de grossesse à risque? J'aurais tendance à dire pas forcément. Le problème, c'est l'obtention de la grossesse et le maintien de la grossesse dans la phase initiale, mais une fois que la grossesse est obtenue, la grossesse n'est pas forcément un risque. En revanche, il peut s'y associer des symptômes importants, notamment de douleurs, qui seront plus importants par rapport à une femme qui n'a pas d'endométriose, notamment sévère. Je pense aux atteintes postérieures essentiellement, mais c'est pour autant pas une indication de réaliser une césarienne ou d'empêcher un accouchement par les voies naturelles. D'accord, donc un peu d'espoir. Et ensuite, j'ai une deuxième question adressée à Dr Alvarez de la part de Nelly Nam. Quelle est la meilleure période pour un examen gynécologique afin de dépister une éventuelle endométriose? La meilleure période au niveau du cycle, c'est ça? Oui, au niveau du cycle. Moi, je crois que c'est pas la période exactement. Il faut examiner les patientes après les règles de préférence, donc examiner correctement les patientes, et surtout faire attention à son parcours gynécologique depuis l'âge de l'adolescence. Je crois que ça, c'est très très important, qu'on ne se limite pas uniquement qu'à l'examen clinique de la patiente. Il faut un tout petit peu regarder la séquence, à quel moment les règles ont été douloureuses, à quel moment ça a commencé, pour un tout petit peu faire une étude sur le profil de la patiente. D'accord, merci beaucoup. On va avoir en direct Marseille pour une question de la part du public. Est-ce que la régie est prête? Et sinon, n'hésitez pas à nous poser vos questions en tant que public. Une question? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des kystes d'endométriose à l'échographie, peut révéler déjà quelque chose comme l'endométriose. C'est-à-dire que l'échographie ne révèle pas tout. Et quelque chose que je n'ai pas pu développer tout à l'heure, c'est que souvent, quand il n'y a pas des kystes endométriosiques, on peut voir, par exemple, à l'échographie des problèmes au niveau de l'utérus. On appelle ça une adénomiose. Mais s'il y a des adhérences au niveau des trompes, l'échographie ne permettrait pas de les voir. Les diagnostics de l'endométriose, c'est complexe, puisqu'il y a l'examen clinique, comme on vient voir tout à l'heure. Ensuite, dans les cas d'infertilité, la radio des trompes. Il ne faut pas que les gynécologues se limitent à lire le rapport du radiologue. Ça, c'est un autre grand souci actuellement, puisque les patients, souvent, ils viennent en consultation avec les comptes rendus de la radio des trompes. On appelle ça une hystéosarcographie. En fait, il faut que les gynécologues puissent visionner lui-même les plaques de cette radio des trompes, parce que souvent, par exemple, on peut avoir des trompes déplacées, et la radiologue va dire les radios des trompes sont normales. Donc, ça continue à croître, ce problème des diagnostics. Quand il faut regarder si elles sont déplacées, s'ils sont en place, si elles sont surélevées, par exemple. Et puis, le troisième élément qu'il faut pour les diagnostics, c'est l'IRM faite par des gens compétents. Puisque toutes les IRM
ne sont pas faits par des gens qui ont la compétence sur les REM. Actuellement, il y a des tests qui se développent. Il y a une prise de sang qui s'appelle CA125, mais n'est pas spécifique de l'endométriose. Et actuellement, d'après la société américaine et quelques études, il y a des tests qui peut-être qui vont se mettre en route pour compléter le diagnostic. Mais le diagnostic de l'endométriose n'est pas simple. J'ai une autre question des internautes aussi. C'est pourquoi peut-on avoir des vieux ovaires jeunes? C'est une patiente internaute qui a 28 ans et qui a des ovaires âgés. On peut poser la question. La question, c'était oui. Pourquoi peut-on avoir des ovaires âgés alors qu'on est encore jeune, à 28 ans? C'est la question de l'insuffisance ovarienne. Voilà. Je laisse Alexandra. C'est une question parce qu'il y a des fois où on n'a pas une réponse pour ça. Il y a certaines femmes qui ont une altération génétique qui peut faire que sa réserve ovarienne peut être diminuée avant de ce que ce serait normal. Elles ont une insuffisance ovarienne précoce liée à une question génétique. Mais il y a d'autres cas où on n'a pas d'explication. Le problème, c'est que pour ces femmes, avoir une grossesse est également difficile comme pour une femme plus âgée. Le docteur Alvarez, oui. Je rajouterais juste qu'il y a aussi des situations chirurgicales aussi. Donc il y a des interventions sur les ovaires qui peuvent vieillir, entre guillemets, prématurément les ovaires, alors que normalement la réserve était bonne avant. Merci, Chadi. Pour compléter un tout petit peu, pour ces problèmes d'augmentation, effectivement, ça n'a pas été encore bien déterminé du point de vue statistique, mais on observe chez des patientes de moins de 35 ans de plus en plus de problèmes des réserves ovariennes diminuées. Et peut-être que ça, c'est lié aussi, il y a eu des études sur les perturbateurs endocriniens, les biphénols et les phtalates, qui seront aussi... je viens de faire une publication sur ça, au niveau de l'endométriose, participerait à diminuer la réserve ovarienne. Ensuite, la consommation du tabac, parce qu'il faut rajouter les modes de vie, la consommation de tabac depuis l'adolescence augmente la diminution de la réserve ovarienne, diminue pas la réserve ovarienne à l'âge de 35 ans. Donc il y a les phénomènes des perturbateurs endocriniens et peut-être liés au tabagisme précoce. Merci, docteur. Nous avons Julie Caron, notre journaliste spécialisée en santé de Magique Maman, en direct de Marseille, qui souhaiterait poser une question de son public. Julie, c'est différé? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour Julie. Oui, allô? Vous m'entendez? Bonjour. Du coup, à Marseille, donc on a une question. On a parlé de l'endométriose comme une cause d'infertilité possible. À Marseille, donc on a une question. On a parlé de l'endométriose comme une cause d'infertilité possible. Donc du coup, on aimerait savoir en fait tout simplement pourquoi en fait qu'est-ce qui fait que l'endométriose va poser des problèmes pour concevoir un enfant. Donc du coup, on aimerait savoir. Vous avez un micro? Si j'ai bien compris, vous voulez savoir les mécanismes par lesquels l'endométriose peut causer une infertilité. Alors il y a plusieurs, il n'y a pas un seul mécanisme. Normalement, l'endométriose peut agir dans ses formes superficielles par le biais d'une inflammation au niveau du péritoine et du pelvis. Et cette inflammation va perturber la fécondation naturelle. Il peut y avoir ici associé des adhérences au niveau des trompes qui vont bloquer mécaniquement l'arrivée des spermatozoïdes et aussi causer une infertilité. Il peut s'y rajouter des douleurs lors des rapports sexuels qui peut aussi être une des causes de rapports sexuels qui ne sont plus fécondants. Et puis éventuellement sur les situations plus sévères, donc on avait discuté déjà des kystes ovariens avec leur
effet sur la réserve ovarienne, ainsi que les situations d'endométriose profonde où là les adhérences sont très importantes et le pelvis est bloqué complètement et on n'a pas de possibilité d'obtenir une grossesse spontanée. Donc vous voyez, il y a tout un tas de situations qui peuvent causer l'infertilité. S'y rajoutent des problèmes d'implantation au niveau de l'utérus si nous avons une adénomiose associée, ce qui est l'endométriose dans l'utérus. Merci docteur. On va essayer d'avoir Lyon en ligne. Pas évident. Est-ce que vous avez une autre question dans le public? Oui. Bonjour. J'ai une question en cas d'endométriose. Donc on a parlé de la chirurgie. Une fois qu'elle est faite éventuellement, qu'est-ce qu'il existe comme traitement, notamment médicamenteux, pour préserver la fertilité, notamment par exemple entre deux épisodes de FIV? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme médicament pour préserver la fertilité? Également pour les jeunes filles qui n'ont pas encore un projet de grossesse, qu'est-ce qu'elles peuvent prendre comme traitement lorsqu'on leur a fait un diagnostic d'endométriose? À mon sens, la chirurgie, elle doit être, quand elle est bien faite, et c'est ce qu'il faut, elle doit retirer l'ensemble des lésions d'endométriose. En théorie, vous ne devez plus avoir d'endométriose une fois que vous avez été opéré. Alors bien sûr, tout ça c'est très théorique. Ce qu'il est nécessaire, c'est d'empêcher soit que la maladie revienne, soit s'il en reste en place, ce qui ne devrait pas être le cas, que les lésions préexistantes ne se redéveloppent à nouveau. Donc on n'est pas là pour traiter la maladie, puisque le traitement il doit être chirurgical, mais en revanche on est là pour éviter les récidives et pour éviter l'évolution nouvelle de la maladie, et ça consiste à bloquer les ovaires. Si vous n'avez pas de projet de grossesse, bloquer les ovaires, c'est l'aménorrhée en pratique, que ça soit par un progestatif, par une pilule, par différents traitements médicaux qui vont permettre d'être les moins délétères en termes d'effets secondaires et qui vont permettre d'obtenir une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de saignement et donc une absence de récidive. C'est ce qui va protéger in fine la fertilité, parce que si la maladie se développe à nouveau, les effets sur la fertilité tels que le vient de les décrire Shadi, qui sont notamment les facteurs inflammatoires et les adhérences post-opératoires, vont réapparaître à nouveau, vont s'aggraver à nouveau, et une fertilité qu'on avait peut-être restaurée initialement va à nouveau disparaître. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on dit, après une chirurgie d'exérèse de l'endométriose, la fertilité est la meilleure dans les 6 à 9 mois qui suivent la chirurgie. Et au-delà de 6 à 9 mois, la fertilité va à nouveau rediminuer parce que les facteurs inflammatoires risquent de se remettre en place à nouveau. Merci docteur. On a Claire Schneider, responsable du pôle santé du site Magique Maman, en direct de Lyon. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Donc on a une question publique à Lyon sur l'endométriose. En fait, est-ce qu'il est possible d'être endométriose après une grossesse, donc que ce soit la cause d'une infertilité secondaire? Oui, si j'ai bien compris, la question c'est est-ce qu'une endométriose peut se développer après une grossesse qui serait obtenue spontanément? Oui, la réponse est oui. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Toujours le même, on peut imaginer une endométriose préexistante qui n'induisait pas d'infertilité, parce qu'encore une fois, je vous ai dit au début, toute endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. Et on peut imaginer que cette endométriose se développe, s'aggrave après un accouchement et devienne infertilisante. Ça, c'est une première chose. Il y a un cas qui est bien connu, c'est à l'issue de césarienne, lorsque du tissu endométrial s'infiltre dans la cicatrice et peut développer une endométriose dans la cavité abdominale. Ça, c'est encore un autre exemple. Mais la réponse est bien évidemment oui, on a des infertilités secondaires liées au développement d'une endométriose qui était probablement préexistante ou qui peut apparaître secondairement, ce qui est à mon sens beaucoup plus rare. Merci. Merci docteur. D'autres questions? Bon, écoutez, je vous remercie 1000 fois de votre attention. Ah, il y en a une. J'ai juste une question. Lorsqu'on est suivi en PMA et qu'on va commencer le traitement avant la FIV, donc ce qui est les hormones, les piqûres hormonales, j'aurais voulu savoir, on m'a dit que lorsqu'on était atteint d'endométriose, ça les inflammait. En gros, c'était encore plus douloureux que pour une personne qui a un autre problème d'infertilité.
Alors, ça fait partie un peu de ce qu'on dit et qui n'est pas forcément très exact. Parce que justement, lorsqu'on est dans une stimulation de type fécondation in vitro, la stimulation est de courte durée. Elle est souvent précédée d'une phase de mise au repos des ovaires, ce qui donne rarement, mais ça peut arriver bien sûr, mais ça donne rarement des douleurs. Et des études très récentes qui sont publiées en 2017 sont très rassurantes par rapport aux douleurs que la fécondation in vitro peut générer chez les patientes qui ont de l'endométriose. Alors, j'ai une petite remarque pour les patientes qui ont une endométriose dite sévère et chez qui on fait des petites stimulations de type stimulation simple ou des inséminations au cours de plusieurs mois. C'est là où effectivement on peut avoir une augmentation, une exacerbation des douleurs et de la maladie aussi. D'où l'importance de bien savoir de quoi il s'agit au départ. Si l'endométriose est très sévère, il faut savoir bien bloquer ou arrêter le fonctionnement ovarien pendant un petit moment et stimuler par une fécondation in vitro directement et ne pas passer par ces étapes qui souvent on voit des patientes qui arrivent au bout d'un certain nombre de mois de traitement simple et qui finalement ça n'a fait aucun effet de résultat, mais au contraire ça a augmenté l'endométriose. Oui, excusez-moi, mais moi on m'a expliqué que pour effectuer une FIV, on était c'est obligatoire de faire cette phase qui dure, il me semble, une semaine de piqûre hormonale. On ne peut pas entamer une FIV sans ça. Donc, Bien sûr, il y a une phase d'une semaine, 10 jours de traitement de stimulation, mais c'est une courte phase qui est précédée d'une phase de mise au repos des ovaires et qui est suivie potentiellement d'une grossesse. Voilà, donc il y a quand même cette phase qui est très courte. Et en fécondation in vitro, elle ne pose pas vraiment de problème de douleur. D'accord. Merci. En général, chez les patientes qui ont des symptômes importants de douleurs liées à l'endométriose, s'il n'y a pas eu des traitements chirurgicaux avant la PMA, actuellement, il y a quand même des recommandations que normalement, dans les 2 à 3 mois qui précèdent la stimulation ovarienne, il y a un blocage ovarien par une pilule, puisque ça va mettre en repos les ovaires et ça va permettre de calmer la douleur si toutefois il n'y a pas eu d'indication chirurgicale. Donc il y a actuellement des tactiques, comme il vous a expliqué, qui permettent quand même d'arriver à la stimulation ovarienne dans de meilleures conditions. Donc en général, il est conseillé de bloquer les ovaires avant de commencer le traitement. D'accord, merci. Merci. J'ai une toute dernière question de la part d'un internaute. Il faut faire court parce qu'on est très en retard sur notre programme. C'est un nouveau-né issu d'une FIV risque-t-il d'avoir des problèmes de conception à l'âge adulte? C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant issu d'une PMA va avoir plus de taux d'infertilité qu'un autre enfant? Alors, tout dépend de la cause de l'infertilité. Si la cause de l'infertilité masculine et qu'il y a un composant génétique paternel, effectivement, à l'âge adulte, l'enfant peut recevoir ces mêmes anomalies du père. Est-ce que l'endométriose est transmissible à l'enfant? En principe, non. Par contre, ce qu'il faut bien savoir quand on interroge les patients, c'est qu'il y a toujours des ascendants qui ont de l'endométriose dans la même famille. Donc ça, on ne connaît pas exactement pourquoi, mais effectivement, ça c'est un antécédent important de demander si la sœur, voilà. Mais concernant l'endométriose, pour l'instant, ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. Hein. D'accord. Et aussi par rapport à l'insuffisance ovarienne précoce, c'est qu'on disait avant, quand il y a d'anomalies génétiques qui peuvent expliquer une insuffisance ovarienne précoce pour une femme, ça peut être transmis aussi aux filles et aux enfants liés au chromosome X. Et ça peut être une cause aussi d'infertilité pour les filles. D'accord. Merci beaucoup.